Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimweb TV, la chaîne Twitch de Nîmes Université. On se retrouve aujourd'hui pour un live un petit peu spécial, c'est un format qu'on n'a encore jamais fait, mais qu'on va expérimenter aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui je suis en très bonne compagnie, puisque je suis accompagné du coup de deux médecins et on est là pour discuter d'un sujet extrêmement important, le VIH, dans le cadre de la semaine du VIH qui est organisée bientôt du coup à Nîmes et notamment à l'université. Donc avant de commencer, peut-être je vais vous laisser vous présenter pour qu'on puisse, que nos viewers puissent découvrir qui vous êtes. Bonjour, donc moi je suis Isabelle Rouanet, je suis médecin et je travaille dans le service des maladies infectieuses à l'hôpital de Nîmes et je m'occupe de personnes séropositives depuis un certain nombre de décennies. Et donc je suis Fanny Croco-Pieters, je suis médecin directrice du service de santé des étudiants sur l'université de Nîmes depuis quelques années. Super, très content de vous recevoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc sur ce live, on va avoir un format un petit peu particulier. Je vois en régie, n'hésite pas à utiliser le petit appareil qu'il y a sur ta droite. Du coup, on va avoir un format aujourd'hui. On a récupéré des questions d'étudiantes et d'étudiants autour du VIH. C'est un sujet sur lequel on peut avoir beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés, beaucoup de choses qu'on ne sait pas aussi, puisque c'est vrai que on en entend parler sans trop savoir ce que c'est, on connaît pas forcément les dernières évolutions dans le domaine de la science. Et donc du coup, on a collecté des questions d'étudiantes et d'étudiants avec une boîte qui a été posée donc au service de santé la semaine dernière. On remercie d'ailleurs Sarah Ben Salem qui est coordinatrice du SSE qui nous a permis de récolter ces questions-là. Et donc on va tirer des questions, on va en poser. Si jamais dans le chat vous avez des questions aussi que vous vous posez auxquelles on répond pas directement, n'hésitez pas à y poser. On a le chat sous les yeux, on y répondra. Et puis voilà, je vous propose de tirer la première question et d'y répondre ensemble. Allez, je commence, Fanny. Donc, la première question, c'est: est-ce que c'est vrai qu'une personne sous traitement ne transmet plus le virus? Donc, oui, je vous confirme, à condition bien sûr que cette personne prenne son traitement. Quand on prend en charge une personne séropositive et qu'on met un traitement, la personne devient indétectable, c'est-à-dire son virus est endormi au repos dans les mois qui suivent, globalement entre 3 et 6 mois après le début du traitement, à condition bien sûr qu'il soit bien pris. Et une personne qui a un virus indétectable ne transmet plus le virus. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis depuis plusieurs années. Et c'est vraiment un message qui est extrêmement important à relayer. C'est, on va dire, un des messages principaux qu'on essaie de porter actuellement, notamment dans le cadre des journées de lutte contre le VIH, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et ça participe notamment à la déconstruction autour de la sérophobie, de se dire maintenant voilà qu'une personne qui est traitée, qui suit bien son traitement, ne transmet plus la maladie. Et donc c'est vraiment un des messages extrêmement importants dans la lutte contre le VIH aujourd'hui et qui permet voilà d'être plus serein vis-à-vis de cette maladie. Ok, super, merci beaucoup pour la réponse. Je viens de penser à quelque chose, peut-être avant de répondre à la prochaine question. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le VIH, peut-être pour les gens qui nous regardent, histoire d'avoir une définition concrète de ce que c'est? Oui, alors surtout que j'ai vu qu'il y avait une question qui portait là-dessus. On posait la question entre la différence entre le VIH et le sida. Donc en fait, quand on contracte le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, on acquiert des anticorps et donc on devient séropositif. Ça, c'est ce qui définit la séropositivité. Si on n'est pas diagnostiqué précocement, ce virus évolue, le plus souvent sans donner initialement de symptômes cliniques particuliers, et il évolue en détruisant le système immunitaire. Cette période dite de latence clinique où on n'a pas de symptômes, mais on a le virus, on peut le transmettre et il évolue au sein de son organisme, peut durer plusieurs années, jusqu'à une dizaine d'années avant que les gens ne ressentent un symptôme. Des fois, c'est beaucoup plus court et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Une fois que le système immunitaire est très très affaibli, on acquiert des complications de cette séropositivité et donc le plus souvent des infections graves qui sont dites des infections opportunistes. Et c'est quand on acquiert ces infections qu'on est dans ce qu'on appelle le stade SIDA. Donc le stade SIDA, c'est la période évolutive, c'est la forme évolutive de cette maladie, le plus souvent plusieurs années après l'acquisition du virus. Voilà. Donc, en gros, toute personne qui a le sida est séropositive, mais toute personne qui est séropositive ne passera pas en phase sida si elle est diagnostiquée très tôt. D'où l'intérêt d'un diagnostic et d'un dépistage très tôt et précoce. Plus
c'est dépisté précocement et meilleure sera l'évolution clinique du patient. D'accord. Et c'est vrai, c'est le deuxième message très important. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est vraiment l'importance de se faire dépister précocement. Et donc, dans les messages qu'on veut porter auprès des étudiants, c'est vraiment ça. C'est que au niveau du VIH, il faut continuer à se faire dépister précocement parce que l'évolution de la maladie sera totalement différente si elle est prise en charge précocement ou tardivement. Ok, super, merci beaucoup. On peut passer à la question suivante, du coup. Alors, est-ce que je peux faire un test même si je n'ai pas encore de carte vitale? Tu réponds? Allez. Vas-y. Alors, quand on n'a pas de carte vitale, on va dire plutôt pas de droits sociaux, parce qu'on peut avoir des droits sociaux qui sont ouverts, mais pas avoir la carte vitale matérielle. Mais si on n'a pas de droits sociaux, on peut faire un dépistage, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a une structure qui s'appelle le CEGID, CEGI2D. Ce sont des structures qu'il y a partout en France, il y en a dans tous les départements. Et donc, il y en a une sur Nîmes, qui est rue Sainte-Anne, ouais, vers le boulevard Jean Jaurès, pas très loin de l'université. C'est une structure où on peut faire du dépistage à la fois de façon anonyme, mais aussi de façon gratuite, qu'on ait des droits sociaux ou qu'on n'en ait pas. Donc, notamment pour nos étudiants internationaux, on sait que quand ils arrivent sur le territoire, il peut y avoir quelques mois un peu difficiles où il n'y a pas encore de droits qui sont ouverts, pas de carte vitale, etc. À ce moment-là, le CEGID va être la structure ressource pour pouvoir faire un dépistage quand on n'a pas de droits. Voilà, on trouve c'est des dépistages qui sont uniquement sur rendez-vous, donc il faut les contacter par téléphone pour prendre rendez-vous. Et ils seront là la semaine prochaine, donc pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH, donc lundi, de 10h à 15h, ils feront du dépistage sans rendez-vous pour cette journée-là au service de santé. Et donc, s'il y a des étudiants qui n'ont toujours pas de droit et toujours pas de carte vitale, qui veulent faire un dépistage, lundi prochain, il y a l'occasion de pouvoir le faire dans le service avec eux. Super. Merci beaucoup. Il faut préciser aussi que pour toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, ils peuvent faire un dépistage de toutes les IST gratuitement dans les laboratoires de biologie médicale. Voilà, c'est quelque chose de relativement récent. Et pour les plus de 26 ans, on fait un dépistage du VIH aussi gratuit dans tous les laboratoires. Mais dans ces cas-là, ça n'est pas anonyme. Hein. C'est vraiment pas anonyme. Et il faut les droits sociaux. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, semaine prochaine, sur le site Vauban, on l'a un peu évoqué en début, mais on a une journée qui est dédiée à la lutte contre le VIH. Et donc on en reparlera au cours de l'émission, mais il y a plein de choses qui sont prévues justement pour vous aider à mieux connaître, mieux comprendre et aussi dépister la maladie. Et pour les personnes sans droits sociaux, c'est possible aussi. Bien sûr, super. Merci beaucoup. Question suivante, du coup. On peut y aller. Si vous avez des questions dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas, on vous a sous les yeux. Alors, est-ce qu'on peut vivre normalement quand on a le VIH? La réponse est oui. Toujours pareil, on en revient un peu aux bases, c'est-à-dire que si on est dépisté tôt, qu'on est pris en charge tôt, parce que le dépistage c'est une chose, la prise en charge c'en est une autre. Des fois, il y a des personnes qui sont dépistées et qui, par angoisse ou par autre situation particulière, ne sont pas prises en charge. Donc, quand la personne est prise en charge, qu'on lui prescrit un traitement et qu'elle prend bien son traitement, sa vie, hormis le fait qu'elle va avoir un traitement à prendre à vie, ne sera pas modifiée. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr un suivi médical et des consultations régulières quand les choses sont stabilisées à peu près 1 à 2 fois par an. Mais les personnes vont pouvoir faire du sport, bien sûr avoir des enfants et mener une vie normale, travailler sans restriction. Il n'y a aucune contre-indication, quel que soit le métier. Voilà. Donc oui, on peut tout à fait vivre une vie normale. Par contre, si on n'est pas dépisté et qu'on est dépisté très tardivement, c'est-à-dire qu'on vous découvre le VIH à la phase SIDA dont on parlait tout à l'heure, en général, les gens sont très affaiblis et souvent, après la prise en charge, ils peuvent avoir des séquelles de leur pathologie. Et Isabelle, du coup, aujourd'hui, sur le stade SIDA, on fait encore beaucoup de découvertes à ce stade-là. C'est quelque chose malheureusement, que vous voyez en consultation. Oui, malheureusement, c'est encore une réalité, ça, sur les personnes qui ont découvert leur séropositivité sur les dernières années. Il y a à peu près 40% de personnes qui étaient déjà à un stade très avancé. Alors, soit déjà en phase SIDA, soit avec un déficit immunitaire déjà très, très avancé. Donc, ça veut dire que
encore une fois, on dépiste pas encore assez. Des fois aussi parce que peut-être les personnes ne sont pas conscientes d'avoir pris un risque par rapport au VIH et donc ne pensent pas à se faire dépister. Donc il faut vraiment pas avoir d'a priori par rapport à ça. Tout le monde peut être concerné par le VIH et d'ailleurs les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de faire un dépistage chez les 15-70 ans, au moins une fois dans sa vie, parce que tout le monde peut avoir été en contact avec le VIH sans en avoir pris conscience. Peut-être un point qui est important à préciser parce que pour avoir, moi j'ai fini mes études il y a pas très longtemps, donc j'ai pu discuter de ces sujets avec des étudiants à l'époque. Il n'y a pas de honte à se faire dépister, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie, dans votre activité. Il n'y a pas de honte à être dépisté, il n'y a pas de honte non plus à contracter la maladie. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, ça fait partie d'un parcours de vie. Et voilà, donc faut lutter aussi contre cette idée-là qu'aller faire un dépistage, contracter une IST, le VIH ou autre, ça arrive, c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Et si vous l'avez, allez consulter des médecins, parlez-en justement pour pouvoir être accompagné correctement plutôt que de garder ça pour vous parce que ce serait Bien la sûr. honte. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est... Bien sûr, et puis le fait d'être pris en charge, dépisté et traité rapidement va vraiment nettement améliorer l'évolution des différentes pathologies. Alors, on en a déjà parlé. Quelle est la différence entre être séropositif et avoir le sida? Donc ça, c'est une question. Allez, donc on passe à la suivante. C'est quoi la PrEP et comment y avoir accès? Alors, question très intéressante. Donc la PrEP, j'en parle Fanny, Ouais, c'est un traitement qui est un traitement préventif pour éviter d'attraper le VIH. Donc cette PrEP peut être accessible à tout le monde, elle peut être prescrite par tous les médecins, quelle que soit leur spécialité à l'heure actuelle. Et donc à l'heure actuelle, la PrEP, c'est des comprimés, c'est donc un traitement que l'on peut prendre en continu ou en discontinu. Le plus souvent, les patients le prennent en discontinu, et patients ou patientes. Et c'est donc quelque chose qui est destiné aux personnes qui prennent régulièrement des risques vis-à-vis du VIH. Donc en fait, quand quelqu'un pense qu'il doit avoir accès à la PrEP, il faut qu'il consulte un médecin, qu'il en parle, qu'il explique quelles sont ses pratiques et ce qui lui fait penser qu'il ou elle peut avoir accès à la PrEP. Et le médecin juge s'il y a effectivement une indication. On fait des dépistages non seulement du VIH, mais aussi des autres IST. Et s'il y a une indication, on prescrit ce traitement. Et ensuite, il y a un suivi médical tous les 3-4 mois pour vérifier la bonne tolérance du traitement, qui est en général un traitement très facile à prendre et très bien toléré. Et on dépiste à chaque consultation les IST, les autres IST aussi. Ça permet de faire des dépistages précoces et des prises en charge, et donc d'éviter que quelqu'un se contamine contre le VIH. Et donc, à venir, peut-être, mais on n'a pas de date encore, une PrEP injectable, c'est-à-dire ce sera des injections intramusculaires qui permettront aux gens qui ne veulent pas prendre de comprimés ou qui ont une contre-indication à prendre ce traitement-là, d'avoir une autre façon de se protéger avec d'autres molécules et d'autres formes de traitement. Et c'est important de dire que la France a vraiment été motrice dans la PrEP. On a été un des premiers pays où ça a été possible de la prescrire avec une prise en charge qui est intégrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en charge est totale au niveau de la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de coût pour les personnes. Et puis, c'est important de dire aussi que la PrEP, elle est accessible aussi aux femmes. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est assez facilement prescrit et demandé par les hommes. Mais la PrEP, c'est une idée reçue qu'on a. C'est important de le dire. On peut aussi la prescrire aux femmes. Et donc, toute femme qui a besoin d'avoir une protection plus importante vis-à-vis du VIH peut accéder aussi à la PrEP aujourd'hui. Alors, il faut quand même préciser aussi que la PrEP, ce traitement-là, n'est efficace que pour éviter le VIH, pas les autres IST. Mais comme dans une consultation PrEP, on fait des dépistages d'IST, ça permet de dépister ces infections. Et puis les autres infections type hépatite B, par exemple, on préconise bien sûr la vaccination qui est efficace et qui est bien tolérée pour éviter cette infection-là, qui est aussi une IST. La PrEP, elle va s'inscrire vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui de la prévention combinée vis-à-vis du VIH, où on a
plusieurs outils qui permettent de se prémunir du VIH. Et donc, en fonction de la personne, lors de l'entretien de prévention, on va évaluer avec elle quels vont être les outils qui peuvent être les plus appropriés en fonction de ses pratiques, en fonction de son mode de vie. Donc, la PrEP est un des outils, mais le dépistage l'est aussi, parce que si on se fait dépister, on se fait traiter, on contamine pas, on casse les chaînes de contamination. On va parler aussi de réduction des risques sur les personnes qui vont consommer des produits par voie injectable ou par voie intranasale. Donc, il y a plein d'outils de prévention. Donc, la PrEP s'inscrit au milieu de cette prévention combinée. Et donc, c'est important à un moment, si on se pose la question de savoir, vis-à-vis des risques potentiels que je peux prendre, qu'est-ce qui peut être adapté, de venir en parler avec un professionnel de santé. Lors de l'entretien, on va pouvoir, évaluer. Et la PrEP peut être adaptée parfois à un moment de sa vie, parce que on va peut-être avoir des risques qui peuvent être un peu plus importants, puis à d'autres moments moins. Et donc, l'intérêt de cette prévention combinée, de tous les outils qu'on a, c'est qu'on va vraiment pouvoir adapter en fonction de la personne, en fonction de ses prises de risques, et puis en fonction des étapes de sa vie dans lesquelles elle peut être à ce moment-là. On va peut-être en profiter pour parler du traitement post-exposition. Oui. Parce que donc, on a parlé de la PrEP qui est destinée aux personnes qui savent qu'elles prennent des risques régulièrement. Donc, en amont, on leur met un traitement pour éviter qu'elles se contaminent. Ça peut arriver parfois qu'on a un risque ponctuel vis-à-vis du VIH. Par exemple, un rapport non protégé avec une personne qu'on ne connaît pas et qui, secondairement, vous dit qu'elle a le VIH. Donc, si dans les 48 heures qui suivent ce risque, on va voir un médecin, on peut vous prescrire un traitement qui est donc différent de la PrEP, ça s'appelle le traitement post-exposition. Il faut que ça soit pris dans les 48 heures qui suivent un risque. C'est un traitement qu'on prend pendant 1 mois et qui évite l'infection. Okay. Merci beaucoup pour la réponse, c'était très complet. Ça me permet de rebondir avec une autre question. On parlait de comportements à risque. Quels sont les comportements à risque? Comment est-ce qu'on contracte le VIH? Parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi un sujet sur lequel tout le monde n'est pas nécessairement au fait. Voilà. Alors, le VIH, déjà, moi, je commence souvent par ce qui ne transmet pas le VIH. Les baisers ne transmettent pas, les moustiques ne transmettent pas le VIH. On ne peut pas attraper le VIH en s'asseyant sur des toilettes, même si elles ne sont pas très propres. Par contre, un rapport non protégé avec une personne séropositive non traitée, comme on a dit tout à l'heure, parce que si cette personne est traitée et qu'elle prend bien son traitement, elle ne transmet pas. Donc, tout rapport non protégé avec une personne séropositive non traitée est un rapport à risque. Il y a des rapports à plus ou moins haut risque. Néanmoins, on considère que tout rapport est à risque. Les rapports qui sont à faible risque, c'est les rapports bucogénitaux. Rajouter quelque chose? Oui, sur le risque sexuel. Après, il y a une transmission aussi qui va se faire potentiellement pendant la grossesse. Et donc, il y a une transmission de la mère à l'enfant. Donc, il y a un dépistage qui va être fait pour les... Et puis, bien sûr, par usage de drogue intraveineuse ou transmission par voie sanguine. Donc, échange de seringues, par exemple. Échange de paille aussi pour les personnes qui utilisent des produits par voie inhalée. Ça, c'est un autre mode de contamination. Donc, il y a le mode sexuel, la transmission materno-fétale qui, heureusement, actuellement en France, est quasiment nulle, parce que si la maman enceinte est dépistée précocement et traitée précocement et qu'elle est indétectable au moment de l'accouchement, le risque de transmission à son bébé est quasiment égal à 0. Donc là aussi, l'intérêt, c'est de dépister très tôt. Et donc, le mode de transmission sanguin, voilà, ce sont les 3 modes de transmission du VIH. Okay, super, merci beaucoup. C'est clair? C'est très clair. C'est très clair. Et juste l'importance de la réduction des risques, on en a dit un petit mot tout à l'heure, mais alors lundi, il y aura un stand de prévention aussi sur le campus avec des associations qui proposent des outils de réduction des risques. Et donc, quand on va consommer des drogues, que ce soit par voie injectable ou par sniff, c'est vraiment important aussi d'être conscient des risques liés au sang, hein, parce que bien évidemment, par voie injectable, on le sait, mais quand on va partager une paille, par exemple, quand on consomme de la drogue par voie intranasale, on partage le produit et on partage aussi des micro-gouttes de sang qui se sont déposées sur la paille. Et dans ces micro-gouttes de sang, il va pouvoir y avoir du VIH, des hépatites. Et donc, c'est un mode de transmission qui est très facile. Et donc, c'est important d'être conscient des risques qu'on prend et de pouvoir être accompagné dans ce qu'on appelle de la réduction des risques et donc d'être accompagné notamment par des associations qui peuvent accompagner sur une consommation qui va être moins à risque vis-à-vis des maladies, notamment infectieuses. Donc le message, c'est ne partagez pas les pailles. Exactement, jamais.
À la cafétéria, à la limite, ça va, mais Voilà. pas dans le cadre de consommation. Jamais de partage. C'est ça, super. Bah, merci beaucoup pour la réponse. On peut passer à la question suivante. Je crois qu'il en reste Il quelques-unes. en reste quelques-unes, ouais. Bon, je pense qu'on aura déjà répondu à certaines. Alors, où peut-on faire un dépistage gratuit à Nîmes? Bon, On bah, a dit, hein. Voilà, donc on va passer à la suivante. Dans le service aussi, vous pouvez, hein, donc au service de santé, donc vous allez sur Calcium, vous vous connectez, c'est notre Doctolib de l'université, vous vous connectez avec vos identifiants UNIM et vous avez accès à tous les rendez-vous et vous avez toutes les semaines des rendez-vous de dépistage des IST avec ma collègue et moi, donc vous pouvez venir faire un dépistage dans le service. Sinon, on l'a dit, le CGID et notamment s'il n'y a pas de droits sociaux et si vous avez moins de 26 ans, n'importe quel laboratoire d'analyse médicale sans rendez-vous et sans ordonnance. Alors une question un peu plus globale, pourquoi parle-t-on si peu du VIH aujourd'hui alors qu'il existe encore? Alors oui, on en parlait tout à l'heure avec Fanny, on est assez d'accord avec ça. Je crois que c'est parce que d'une part, c'est un peu noyé dans les journées de santé publique de différentes autres pathologies actuellement, et parce qu'il y a quand même une évolution des choses. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué en matière de VIH dans les années 80, il y avait un nombre de décès considérable, ça touchait des gens très jeunes, donc c'était très médiatisé aussi. Actuellement, et bien heureusement, la science a permis d'avoir une prise en charge différente et d'être beaucoup plus efficace. Donc, si on dépiste tôt, d'avoir une évolution qui est beaucoup moins dramatique. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup trop de gens qui sont dépistés tardivement. Donc, c'est une pathologie qui existe encore. Et c'est vrai que je crois qu'on n'en parle pas assez. Malgré tout, il y a encore toujours aussi beaucoup de problèmes de stigmatisation vis-à-vis du VIH. Et donc, c'est encore une réalité. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, les chiffres de contamination sont assez stables, c'est-à-dire qu'on est entre 5 et 6 000 contaminations par an en France. Donc, c'est un virus qui circule. Et c'est vrai que c'est questionnant de se dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Le fait qu'il y ait des traitements efficaces qui permettent de vivre avec le virus font que les gens en ont certainement beaucoup moins peur aussi. Et donc, c'est moins un sujet prégnant de l'actualité médicale. Mais il y a encore énormément de contaminations et on disait d'ailleurs le nombre de contaminations, tu as vu les derniers chiffres. Chez les jeunes, hier il est sorti une étude qui est assez dramatique, qui montrait que entre 2013 et 2024, il y avait plus 41% de dépistage de VIH chez les 15-25 ans. Donc des gens très jeunes qui se contaminent et ça veut dire peut-être que ces personnes ne sont pas bien informées sur les modes de transmission, n'ont certainement pas pris conscience de la prise de risque. Donc c'est des chiffres qui sont quand même très préoccupants. Plus 40% de diagnostic, c'est énorme sur une période aussi. Et puis sur des gens si jeunes aussi. Allez. Alors, est-ce que le retrait est une méthode sûre? Non, ni pour éviter les grossesses, ni pour éviter le VIH. Alors oui, donc le retrait, c'est absolument pas une méthode sûre, hein, ni en contraception, ni en lutte contre les IST de façon générale d'ailleurs. Hein. On parle du VIH, mais on peut avoir un discours, on va dire, de santé sexuelle et de lutte contre les IST de façon générale. En fait, le retrait ne fonctionne pas, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle du pré-éjaculat, dans lequel il va y avoir des virus, des spermatozoïdes avec un potentiel risque de grossesse. Donc non, évidemment, c'est pas sûr du tout. Alors j'en profite pour dire que tout à l'heure, quand on a parlé de transmission, je vous ai dit les rapports bucco-génitaux sont des rapports à faible risque pour la transmission du VIH. Par contre, pour d'autres IST et en particulier la syphilis, c'est un mode de contamination de la syphilis, de transmission de la syphilis très très important. Donc voilà, il faut le savoir. C'est pour ça que quand on dépiste une IST, on dépiste toutes les IST en général aussi. Et c'est l'occasion d'en parler un petit peu, merci de le lancer, mais effectivement on va dépister le syphilis, mais aussi le chlamydia, le gonocoque, et c'est vrai que ce sont des IST qui sont très fréquentes, notamment sur la tranche d'âge des étudiants de l'université. C'est extrêmement important parce que ce sont des maladies qui la plupart du temps passent en dessous des radars, c'est-à-dire qu'on est contaminé, on ne sait pas qu'on l'a été, un petit peu comme le VIH. Il n'y a que à peu près 1 personne sur 4 qui va avoir des symptômes d'un chlamydia ou d'un gonocoque. La syphilis, pareil,
pareil, c'est très discret les symptômes, donc on peut le prendre pour autre chose et penser que voilà qu'on a quelque chose de transitoire et pas forcément faire le lien avec le fait que ça peut être une syphilis. Et donc la maladie est là, elle s'installe et donc après on va avoir à la fois le risque de transmettre à ses autres partenaires. Et puis au-delà de ça, on sait aujourd'hui, notamment le chlamydial gonocoque, il y a un risque très important sur la fertilité. Et donc c'est très important de se faire dépister. Vraiment, il y a une recommandation avant 25 ans de faire un dépistage de façon quasi systématique parce qu'on a pu être exposé sans s'en rendre compte. Comme on disait, des fois on prend des risques, on n'en a pas forcément conscience. Et donc l'importance de le dépister, de pouvoir le traiter, ça se traite bien aujourd'hui pour protéger la fertilité et les futures grossesses. Oui, parce qu'il y a une espèce de banalisation aussi des autres IST. Les gens ont souvent peur du VIH parce qu'ils savent que ça ne se guérit pas et que c'est un traitement à vie. Et ils savent que les autres IST, il y a des traitements antibiotiques efficaces. Néanmoins, si ces traitements sont mis tardivement, il y a des risques de complications. Et donc, ils ne sont pas du tout négligeables, comme le disait Fanny. Donc, effectivement, c'est un problème, ça aussi. Donc, il faut un dépistage global des IST. Toi ? Alors, comment parler du dépistage avec sa ou ses partenaires ? Il faut que ce soit quelque chose de très simple en fait. J'ai envie de dire, c'est une évidence. La communication, elle est extrêmement importante autour de la sexualité avec ses partenaires. D'ailleurs, qu'on soit au sein d'un couple exclusif ou même avec, on va dire, une personne qu'on a rencontrée pour un soir. C'est quelque chose qui doit être posé de façon simple. Savoir est-ce que tu as déjà fait un dépistage. Et puis, quand on est au sein d'un couple, à un moment de dire, ben voilà, est-ce qu'on ferait pas un dépistage ensemble ? Ça va enlever aussi une énorme charge mentale, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, tant qu'on n'a pas fait de dépistage au début d'une relation, c'est toujours quelque chose qui revient, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque, etc. Donc, ça ne peut qu'être positif pour la sexualité à un moment de poser les choses avec ses partenaires, de dire, voilà, on sait qu'on n'a rien, qu'on peut rien transmettre, ça enlève une charge mentale, et puis c'est un sujet qui doit être, je pense, discuté de façon totalement naturelle, autour d'une communication saine, autour de la sexualité avec ses partenaires. Je pense que c'est aussi une marque de respect, en fait. On parle des IST, du VIH, et je te propose de te faire dépister parce que je te respecte et que j'ai pas envie et de me faire dépister aussi parce que j'ai pas envie de te transmettre quelque chose. Ouais. Je prends soin de moi, je prends soin de toi et voilà, à un moment, on fait ce test ensemble. Et puis, c'est important, voilà, pour les couples qui souhaitent arrêter le préservatif, quand il y a une contraception et pas de désir de grossesse, à un moment de faire ce dépistage-là pour l'arrêter dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on disait. Enfin, la charge mentale, elle va être hyper importante. De se dire, voilà, est-ce que j'ai pas pris un risque ? C'est quand même stressant, après, de tout le temps avoir ça dans un coin de la tête. Alors, autant faire le test, être tranquille et être serein vis-à-vis de ça. Je rajouterais même dans le cadre de relations plus ponctuelles aussi, pas hésiter à en parler, à le mettre sur la table s'il y a eu un comportement à risque, de rester en contact au moins le temps d'avoir des réponses pour que tout le monde soit rassuré, toujours dans cette même optique de communication et respect. Même avec des partenaires occasionnels, c'est quelque chose qui doit être posé en fait. Est-ce que voilà, bien évidemment le préservatif, on n'a finalement pas encore parlé, mais bien évidemment le préservatif est extrêmement important. Qui est la base important, de la prévention. Et aussi de dire, voilà, si tu as déjà fait un dépistage, c'est quelque chose qui doit être simple en fait. Bien sûr. Alors, c'est pour moi. Que fait l'université pour sensibiliser à la santé sexuelle ? Alors, sur l'université, en termes de santé sexuelle de façon générale, il y a plusieurs actions qui vont être portées. Donc, déjà, dans le service, il y a des consultations. Donc, à savoir que toutes les consultations sont gratuites. Donc, que vous ayez des droits sociaux ou que vous n'en ayez pas, vous n'aurez strictement rien à payer. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a du dépistage. Il y en a toutes les semaines. Donc, les créneaux sont ouverts sur calcium. Donc, dépistage complet des IST, donc VIH, mais aussi chlamydia, gonocoque, syphilis, etc.
On va aussi vacciner, parce que la vaccination, elle est extrêmement importante en termes de santé sexuelle. Ça fait partie de la prévention combinée dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs maladies graves pour lesquelles on a de la vaccination. Donc, le papillomavirus, l'hépatite B. Donc, ce sont des vaccins qu'on va pouvoir faire dans le service, dans une perspective de prévention vis-à-vis des IST. On va aussi avoir des consultations de médecine générale depuis un mois sur lesquelles on peut venir parler de PrEP, notamment, si on veut, ou de santé sexuelle de façon générale. Des consultations de sexologie, quand on a des problématiques plus de l'ordre de la dysfonction sexuelle ou qu'on a pu être victime de violences ou qu'on se sent en difficulté vis-à-vis de son identité sexuelle, etc. Il va y avoir des consultations dans le service. On a une gynécologue qui fait des consultations aussi toutes les 2 semaines, vers qui on va orienter plutôt les jeunes femmes qui peuvent avoir des douleurs, notamment au moment des rapports, et qui peuvent être des signes notamment d'IST. Et puis, on essaie sur le campus d'avoir des journées où on va parler de santé sexuelle de façon générale. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a eu une journée autour de l'endométriose qui a été portée avec l'école de maïeutique, où on a proposé des ateliers, des conférences autour de l'endométriose. On essaie de le faire chaque année. Et puis, chaque année, pour la journée mondiale de lutte contre le VIH, on va parler de santé sexuelle de façon générale, et d'ailleurs pas forcément que de lutte contre le VIH. On va parler aussi d'identité sexuelle, de violence, de consentement, de PrEP, de façon très générale. Donc c'est ce qui est porté sur l'université. Je veux juste rajouter que bien sûr, il faut que les personnes qui vont consulter dans ce domaine soient sûres qu'ils ne vont pas être jugés, qu'il n'y aura pas de stigmatisation et qu'on est là pour accueillir leurs questions et leur donner une réponse adaptée. Et c'est la base et on espère que attentif à ça. Ouais. Ça revient sur la notion qu'on évoquait tout à l'heure d'avoir la honte, la crainte, etc. Il faut vraiment se dire que les professionnels sont là pour aider, sont là pour accompagner et que, en plus de ça, vous n'êtes sûrement pas les seuls, vous n'êtes sûrement pas les premiers non plus. Donc les gens sont là pour ça, il faut accompagner. Et c'est vrai que dans le service, c'est vraiment un des piliers, la santé sexuelle, des services de santé étudiante de façon générale, mais nous, dans le service, c'est vraiment quelque chose qu'on veut porter. Donc, l'accueil sans jugement inconditionnel, il est extrêmement important. Donc, quelle que soit votre situation et quelles que soient les potentielles prises de risque que vous ayez eues, il faut pas avoir peur qu'il y ait un jugement ou un refus de prise en charge. Vraiment, il y aura absolument qu'un jugement dans le service, donc faut pas que ce soit limitant pour venir consulter. Super. Il nous reste quelques questions encore. Il en reste pas mal, mais on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Alors, combien de temps après un rapport à risque faut-il se faire dépister? Alors, j'allais dire, on peut se faire dépister tout le temps. Néanmoins, on considère que quand on a eu une prise de risque, le test de dépistage est fiable après 6 semaines. Donc, vous pouvez, après un risque, faire une prise de sang quand vous le voulez, mais le test sanguin classique sera fiable à 100% à 6 semaines. C'est-à-dire qu'à 6 semaines, s'il est négatif, ça veut dire que vous n'avez pas été contaminé. Si vous faites un TROD, on n'a pas parlé de TROD, mais c'est les tests de dépistage rapide d'orientation. Donc, ce sont des tests, une petite piqûre au bout du doigt et on prend une goutte de sang et on fait un dépistage par ce biais-là pour les gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir accès aux prises de sang classiques. Là, le test est fiable après 3 mois. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, le dépistage, c'est surtout aussi une façon d'aborder la prise de risque et de vous donner, que les professionnels de santé vous donnent un conseil adapté et vous disent, voilà, le risque date de temps, donc je vous conseille de faire tel ou tel examen à telle ou telle date et de vous donner un conseil global sur le VIH et les IST. Et les résultats, quand on fait une prise de sang, sont rapides. C'est vrai que souvent, les gens ont peur en disant « je vais faire la prise de sang, je vais devoir attendre très longtemps ». On a les résultats, on va dire, en 24 heures. Donc, on n'attend pas très longtemps pour avoir ces résultats. Et quand on fait un TROD, ce qu'expliquait Isabelle au bout du doigt, les résultats, c'est en quelques minutes. Par contre, il faut vraiment attendre 3 mois. Et donc, ça peut être plus contraignant. Alors, comment réagir ? On a une question dans le chat sur le dépistage de Flagazou qui nous dit bonjour, en parlant de dépistage, à quelle fréquence doit-on se faire dépister ? Je réponds ? Comme tu veux.
J'y vais. Alors, tout dépend en fait comme disait Isabelle, c'est important de faire au moins un dépistage une fois dans sa vie. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, on vous invite très fortement à venir faire un premier dépistage ou aller en laboratoire faire un premier dépistage. Après, sur le rythme, on va dire que ça va dépendre notamment du type de couple et de type de relation dans lequel vous pouvez être. On va dire que quand on est sexuellement actif et qu'on va avoir quelques partenaires dans l'année, se faire dépister au moins tous les 6 mois, voire une fois par an, c'est le minimum. Quand on est multipartenaire, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de 3 partenaires dans l'année, c'est important de faire des dépistages plus rapprochés. On va recommander tous les 3 mois. Les 3 mois, oui. Donc voilà. Et puis quand il y a une prise de risque, on le disait, toute prise de risque derrière, on va faire un dépistage pour vérifier que tout va bien. Et quand on est dans une relation exclusive, monogame, on fait un dépistage au début de sa relation pour vérifier que tout est OK avant d'arrêter le préservatif. Et puis après, on va le refaire uniquement s'il y a eu une prise de risque. Ça ? Oui, je suis d'accord. Allez, on continue. Comment faire si mon ou ma partenaire refuse de mettre un préservatif ? C'est red flag. Faut déjà se poser. La première chose, ça va être la communication. Donc parler. Pourquoi ? Souvent, on va quand même retrouver parfois des difficultés d'utilisation du préservatif, et donc des hommes qui peuvent être, si on utilise un préservatif dit masculin ou externe, des hommes qui peuvent être en difficulté, qui peuvent parfois perdre leur érection quand ils mettent un préservatif. Donc tout ça, il y a quand même des conseils qui peuvent être donnés. Souvent, c'est juste la taille du préservatif qui est pas adaptée, ou des représentations. Donc en parler avec un professionnel de santé, ça peut souvent régler le problème. Donc déjà en discuter au sein du couple, de savoir pourquoi tu ne veux pas utiliser de préservatif, avoir une communication saine en disant pour moi c'est important, il faut qu'on en utilise un. Et puis, s'il y a toujours un refus, ça s'apparente même à de la violence sexuelle, à un moment, de refuser d'utiliser un moyen de contraception, de lutte contre les IST à son ou sa partenaire. Donc, c'est quand même très problématique. Et donc, si la communication autour de ça ne résout pas le problème et ne permet pas à un moment de se sentir en sécurité au sein de son couple et d'avoir des relations saines et épanouies avec les outils de prévention qu'on souhaite, c'est ce qu'on disait, c'est un gros red flag. J'en profite pour dire que les préservatifs sont remboursés, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Puis je crois qu'il y avait une question sur les préservatifs féminins qui existent aussi, qui ne sont pas souvent utilisés, mais qui marchent aussi bien que les préservatifs masculins. Et donc voilà, c'est un outil supplémentaire. Et ils sont à disposition au service de santé, en salle d'attente. Vous avez préservatif interne et externe, féminin, masculin. Vous avez les deux à disposition dans la salle d'attente du service de santé. Et donc, vous pouvez passer quand vous voulez pour en récupérer gratuitement. Et on peut aussi faire des ordonnances qui sont valables pendant 1 an pour aller récupérer des préservatifs autant qu'on veut. Donc, aujourd'hui, en France, on peut accéder à des préservatifs. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, c'est juste une question de taille qui peut être problématique. Et donc, on peut résoudre ces problèmes d'utilisation du préservatif souvent de façon très simple. On avait une question dans le chat du coup de auditeurs sur le préservatif féminin, donc on y a répondu. Et Ginette du 77 qui confirme que c'est un gros red flag de refuser d'utiliser un préservatif, effectivement. Alors, quels sont les symptômes du VIH au début ? Alors, au début, c'est ce qu'on appelle la période de primo-infection, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent la contamination. Le plus souvent, on n'a pas beaucoup de symptômes. Ou alors, quand on en a, c'est des symptômes qui sont tellement banals que souvent, ça n'inquiète pas les gens, en fait. Donc, ça peut être une angine, ça peut être un syndrome pseudogrippal, c'est-à-dire de la fièvre, des courbatures, ça peut être de la diarrhée, ça peut être une fatigue inhabituelle ou des ganglions inhabituels. Ça peut être une éruption aussi, des boutons qui apparaissent au niveau du thorax. Bien sûr, tous ces symptômes sont rarement ensemble présents. Et si les personnes ne sont pas conscientes d'avoir pris un risque dans les semaines qui précèdent ces symptômes, souvent, elles ne consultent pas parce que ça ne les inquiète pas, parce que ce ne sont pas des symptômes toujours très flagrants. Et si on ne fait rien, si on ne se fait pas dépister à ce moment-là,
ces symptômes-là disparaissent spontanément sans que l'on fasse quoi que ce soit. Et donc, on peut penser avoir attrapé un virus quelconque, une grippe ou un Covid ou un autre virus plus banal, et passer à côté d'un diagnostic très précoce, ce qui est toujours très favorable parce que si on diagnostique très précocement à ce moment-là, vraiment l'évolution va être extrêmement beaucoup plus facile et beaucoup plus favorable pour la suite. Et toutes les IST sont très sournoises, puisque, on l'a disait, c'est vraiment toutes où les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années, il n'y a absolument aucun symptôme. Elles passent toutes un peu inaperçues au début. Dans tous les cas, répétez encore une fois, mais si vous avez un doute que vous avez eu un comportement à risque, que vous n'êtes pas sûr, allez faire un dépistage. Dans tous les cas, ce sera plus rassurant pour vous pour votre partenaire ou vos partenaires, de toute façon. Vous savez, moi, des fois, c'est pas grave de faire un dépistage pour rien. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que des fois en consultation, on voit des gens qui arrivent très stressés en disant mais ça fait 1 an que je stresse, que je me dis il faut que je fasse mon dépistage, mais j'ai tellement peur, je suis pas venue, etc. Et puis finalement on fait le dépistage et puis tout va bien, ils sont apaisés. Et se dire d'être resté avec cette charge mentale pendant 1 an, d'avoir ça qui tourne dans la tête, de se dire j'ai peut-être autant faire un dépistage, parce que s'il y a rien, on est tranquille, et s'il y a quelque chose, on va traiter de suite. Donc, il faut pas rester avec ces idées-là qui tournent dans la tête et qui peuvent être extrêmement envahissantes et perturbantes. Justement, se dire que le dépistage va peut-être être inutile si on n'a rien, cette charge mentale-là, c'est bien la preuve que même un dépistage négatif sera utile, Ouais. parce que ça vous libère de quelque chose, en fait, vous et votre partenaire en plus, si jamais il y a besoin. Et ça permet justement de parler de la transmission et des risques et de dédramatiser un dépistage. Voilà, on a un petit peu répondu. Est-ce qu'on peut attraper le VIH lors d'un rapport sexuel oral? Donc, on disait le risque est très faible, quasiment nul. Tout ce qui est sexe Pour oral. le VIH, mais pas pour d'autres IST. Pas pour les autres IST. Par contre, où là, pas le pour risque est très Vous important. avez vu, on rabâche. Non, mais c'est bien de le rappeler aussi parce qu'il y a des gens peut-être qui nous rejoignent au milieu de l'émission qui n'ont pas eu l'information au début, donc c'est important de le répéter. Que faire si on a eu un rapport à risque? Donc, si c'est un rapport qui date de moins de 48 heures, vous allez voir un médecin et on pourra vous donner un traitement post-exposition, qui va être un traitement pendant 1 mois pour éviter la contamination. Et si ça fait plus de 48 heures, il faut faire un dépistage. On peut faire un dépistage précoce, mais surtout un dépistage 6 semaines après le risque pour être sûr qu'il n'y a pas eu de contamination, ou s'il y en a eu une, pour vous prendre en charge précocement. Pour le TPE, ce qui est important de dire, c'est que vraiment le plus tôt on le met en place, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'on dit 48 heures, mais clairement, le plus tôt on va le mettre en place, si le risque est important, ça sera le mieux. Et donc, souvent, les prises de risque, elles vont arriver la nuit ou le week-end. Et donc, on n'a pas forcément de médecin à disposition. Donc, c'est les urgences. Donc, il ne faut pas hésiter à se présenter aux urgences. Si ça arrive la nuit, le week-end, qu'il n'y a pas de médecin disponible dans les cabinets, à ce moment-là, à aller aux urgences. Ils ont des kits de démarrage pour débuter de suite le TPE, parce que plus vite on le fait, mieux ça fonctionne. Et après, les médecins infectiologues vont réévaluer si effectivement il faut faire le mois complet de traitement ou pas. Mais en tout cas, il ne faut pas se limiter si ça arrive en plein milieu de la nuit ou le week-end, ce qui est quand même plus souvent le cas. Est-ce que dans les maisons de santé, SOS médecins, on peut aussi se faire prescrire ça éventuellement si jamais... Alors, un week-end, ça va être compliqué parce que l'avantage des urgences, c'est qu'ils ont directement le kit de traitement qui est adapté à cette situation, alors qu'ils ne l'ont pas dans les centres médicaux et que dans les pharmacies, ils n'ont pas forcément ce traitement disponible immédiatement, a fortiori pas le dimanche. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux aller aux urgences dans ces cas-là. Ok. Et en semaine, le Cégide aussi va pouvoir proposer du TPE. Dans le chat, on avait une question de Zosis Purée. Est-ce qu'il faut attendre un certain délai entre le rapport à risque ou l'exposition et le dépistage, comme une période d'incubation? Ça, on l'a évoqué, je crois. Je pense que voilà. Donc, c'est 6 semaines après un risque qu'on peut vous confirmer que vous n'avez pas été contaminé ou que vous avez été contaminé. Mais le délai est de 6 semaines pour les dépistages classiques, c'est-à-dire les prises de sang, et pour les TROD de 3 mois. Mais bien sûr, on peut faire un dépistage avant les 3 mois, mais le test sera fiable à 100% par TROD à 3 mois. Et si vous avez eu un rapport à risque avec un ou une partenaire et que tous les deux stressés, un dépistage avant pour vérifier que les deux sont négatifs peut tout à fait aider aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, une question plus de santé publique. Pensez-vous que les mesures de protection et de sensibilisation au VIH sont suffisantes en France en santé publique ? Je pense que c'est jamais suffisant, on ne dit jamais assez les choses et c'est pour ça qu'on rabâche. Voilà, mais c'est pas à nous de juger de ça, je crois.
mais c'est important en tout cas de savoir que le VIH existe toujours, que ça concerne toujours un public large, qu'il n'y a pas de groupe spécifique qui est concerné par le VIH. Tout le monde est concerné par le VIH, c'est clair. Non, ce qui est positif en France, c'est l'accès qu'il va y avoir aux outils de prévention. C'est-à-dire, on disait, le préservatif est remboursé, la PrEP est remboursée, la prise en charge des traitements pour les personnes qui vivent avec le VIH est intégralement prise en charge. Donc, il y a une volonté publique de diminuer le risque de contamination. Après, ce qu'on observe quand même, c'est que les associations, notamment, qui font un gros travail sur le terrain de sensibilisation, d'information autour du VIH, parce qu'il faut que ces messages, ils arrivent jusqu'au public. Et donc, comme on en parle de moins en moins dans les médias, on sait que les associations de terrain vont faire vraiment un travail important. Et on sait aujourd'hui, notamment, que ce sont des associations qui ont de moins en moins de moyens. Et donc, c'est questionnant à un moment de se dire, voilà, le VIH n'a pas disparu, il est toujours aussi présent, il circule toujours. Et on voit que ces acteurs qui sont extrêmement importants dans la lutte contre le VIH ont des moyens qui sont de plus en plus réduits. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent en France, mais on a quand même l'impression que c'est un sujet qui va beaucoup moins animer le débat public autour de la santé. Et ça, c'est quand même, je pense, regrettable. Oui, c'est vrai. Alors, si on veut voir les choses en positif, je crois que quand même, ça a aussi ouvert le champ de la santé sexuelle au sens large, parce que finalement, dans les années 90, on parlait beaucoup du VIH et moins des autres IST. Là, maintenant, le VIH est inclus dans les IST en général et dans la santé sexuelle. On se préoccupe de la santé sexuelle des personnes. Donc ça, si on peut y voir un côté positif, c'est celui-là. Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on a vraiment une démarche globale en fait de santé sexuelle. Quand on parle de VIH, aujourd'hui c'est une émission autour du VIH, donc on a vraiment axé là-dessus. Mais c'est vrai de façon générale, maintenant, la prise en charge et la prévention du VIH va vraiment se faire dans une démarche globale de santé sexuelle. Et ça, c'est très, très positif. Pas grave. On l'a dit, est-ce que les soins liés au VIH sont gratuits et remboursés en France? Oui, donc à partir du moment où les gens sont dépistés, on met en place une prise en charge en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée, et tout ce qui concerne le VIH, les traitements, les consultations, les bilans sont pris en charge à 100%. Et bien sûr, les dépistages. Alors... Est-ce que la capote protège vraiment de toutes les IST? Oui, la capote, c'est vraiment la base du dépistage, de la prévention, pardon. Mais comme on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait, malgré le préservatif, des contaminations qui continuaient, on a mis en place cette démarche de prévention globale du VIH avec toutes les autres mesures qui sont complémentaires, mais le préservatif est la base de la prévention du VIH et des IST. Et le seul point un peu de bémol, c'est sur le papillomavirus, c'est un peu moins efficace, et d'où l'importance de se faire vacciner. C'est très très important. La vaccination, elle est possible jusqu'à 19 ans pour les femmes, 26 ans pour les hommes, intégralement prise en charge. Et c'est vrai que le préservatif protège très très bien de toutes les IST, sauf le papillomavirus où on sait un peu moins bien, et l'importance à ce moment-là d'avoir une vaccination complémentaire. À préciser, du coup, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à utiliser un préservatif aussi. N'attendez pas forcément votre premier rapport pour apprendre à l'utiliser, regarder comment ça se met, peut-être même essayer d'en mettre un. Sûr. Mais voilà, c'est très important de l'utiliser correctement aussi pour réduire au maximum les risques. Bien sûr. Faire attention aussi à utiliser, si on utilise des lubrifiants, que des lubrifiants qui sont faits pour ça, parce que si on utilise des lubrifiants qui ne sont pas faits pour ça, ça peut fragiliser le préservatif et le faire rompre. Ouais, dans les messages comme ça, un peu les idées fausses. Donc ça, les lubrifiants à base d'eau qui sont importants à utiliser. Jamais non plus deux préservatifs. C'est des choses qu'on a vues, internes plus externes, en disant voilà, ça fait ceinture plus bretelle. Ben non, en fait, ça marche moins bien. Il y a un risque de déchirer le préservatif. Et voilà, pas le conserver non plus dans la voiture parce que avec la chaleur, ça la rend poreux, cassant. Donc pas hésiter à renouveler aussi les préservatifs qu'on peut avoir sur soi quand on les a pas
pas utiliser. On n'ouvre pas l'emballage avec les dents, on va l'ouvrir avec les mains pour pas le déchirer. Et puis, ce que tu disais, Tom, c'est extrêmement important de s'entraîner avant un premier rapport. Hein, et donc, faut pas hésiter plusieurs fois à essayer d'en mettre un parce que finalement, plus on va être à l'aise et plus ça va devenir naturel et ça va très très bien se passer. Et c'est important de rappeler qu'en termes de sensation aussi, ça modifie vraiment pas grand-chose. Donc, il y a plusieurs types de préservatifs. Oui, donc, voilà, il y a une gamme de préservatifs maintenant et de taille qui permet de... Et des matières aussi différentes. Donc, on va dire les préservatifs de base conviennent à la majorité des gens, c'est-à-dire qu'en termes de sensation, c'est plutôt très agréable, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, ça va pas changer vraiment grand-chose au rapport. Mais si ça peut être un frein, si par exemple le garçon peut avoir moins de sensations quand il utilise le préservatif et du coup peut-être perdre son érection parce qu'il a l'impression d'avoir moins de sensations, il faut pas renoncer. Il y a des préservatifs qui existent, qui sont très adaptés, des marques qu'on citera pas, mais avec des préservatifs du coup qui sont ultra fins, qui vont vraiment faire un effet presque deuxième peau et qui permettent d'avoir des sensations totalement comparables à un rapport sexuel sans préservatif. Donc ce sont des préservatifs qui ne sont pas remboursés, mais qui coûtent pas non plus extrêmement cher. Et donc on peut en parler aussi avec des professionnels de santé si on se sent en difficulté, parce que si le préservatif, on va dire classique, ne convient pas, il y a d'autres possibilités, que ce soit en termes de taille ou de matière aussi. Oui, pour les gens qui sont allergiques au latex aussi, il existe des préservatifs sans latex. Je sais pas quelle heure. Il est 10h15, je sais pas pour vous au niveau temps si ça va. Allez. À quelle fréquence faut-il se faire dépister? On l'a dit. On est dans le fond de la boîte là. Alors, est-ce qu'on peut vivre longtemps avec le VIH aujourd'hui? Oui. Maintenant, il y a des études qui ont montré que si on est dépisté tôt, si on est traité, qu'on prend bien son traitement et que son état immunitaire est normal, l'espérance de vie d'une personne séropositive est la même qu'une autre personne séronégative du même âge. Alors, le bémol à ça, c'est que si on est dépisté tardivement, on a un état immunitaire qui est altéré et qui ne récupère pas toujours, même si on prend bien son traitement au moment où on est dépisté. Donc, encore une fois, plus tôt on est dépisté et meilleures seront ses chances d'avoir une espérance de vie exactement la même que quelqu'un du même âge, séronégatif, et de mener une vie normale. Est-ce que le dépistage est anonyme? On l'a dit, au Cégide. Donc, si vous voulez faire un dépistage anonyme, il n'y a pas de souci. Par contre, la seule structure où vous pouvez le faire, c'est au Cégide. Et donc, sur Nîmes, vous en avez un. Et la question suivante est pareille. Est-ce que je peux demander un dépistage complet au SSE? Ben oui, on vous l'a dit tout à l'heure. Oui, on peut tout à fait dans le service vous faire un dépistage complet. Alors sur la façon dont ça se fait, c'est aussi des questions qu'on va avoir. Est-ce qu'il va y avoir un examen gynéco, des prélèvements, des choses comme ça qui peuvent freiner? Donc il faut vraiment se rassurer. Le dépistage complet, quand on va tout dépister, c'est une prise de sang et des prélèvements qui se font tout seuls. C'est-à-dire que chez les hommes, ça va être un prélèvement d'urine et chez les femmes, c'est ce qu'on appelle un autoprélèvement vaginal. Donc il n'y a pas d'examen gynéco. C'est un tout petit coton-tige. On va aux toilettes, on fait le prélèvement toute seule. Donc il ne faut pas que ce soit un frein de se dire voilà, je veux pas faire un dépistage du chlamydia ou du gonocoque parce que je veux pas être examinée, etc. Il n'y a pas d'examen gynécologique et c'est pas le professionnel qui vous fait le prélèvement. Vous le faites toute seule aux toilettes, donc faut pas se limiter à cause de ça. On l'a dit, le VIH ne peut pas se transmettre par un baiser. Hein, ça c'est vraiment important. Aucun risque. Les préservatifs féminins sont-ils vraiment efficaces? Oui, on en a parlé. Oui, bien sûr. Ils sont aussi efficaces que les préservatifs masculins, un peu moins utilisés, pas remboursés, mais disponibles au centre de santé. Et c'est vrai qu'on va en parler aussi sur des préservatifs, on peut dire préservatifs internes, parce qu'ils peuvent être aussi utilisés notamment par les hommes gays sur des pratiques anales ou par les couples hétérosexuels sur des pratiques anales. Il faut juste penser à retirer l'anneau qui est à l'intérieur, surtout ce qui va être pénétration anale. Mais ces préservatifs peuvent être utilisés pour toute pénétration, qu'elle soit vaginale ou anale. Et donc, et c'est vrai qu'ils ne sont pas remboursés, mais ils sont à disposition dans le service. Le chat qui avait anticipé beaucoup des questions, je vois. Ouais. Alors,
fais les fonds de tiroir. Alors, si on est en couple stable, faut-il continuer à se faire dépister? Je pense qu'on a répondu, c'est-à-dire que en couple stable, on parle et à mon avis, c'est important de faire un dépistage initialement. Et puis ensuite, on peut arrêter le préservatif si c'est le souhait des deux partenaires. Là aussi, il faut qu'il y ait un respect de chacun. Et s'il n'y a pas de rapport extra-conjugaux, pas besoin de se faire dépister. Et par contre, si effectivement il y a des rapports avec d'autres personnes, oui, il faut se faire dépister régulièrement, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le VIH est encore stigmatisé? Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Souvent par méconnaissance, parce que les gens ne savent pas, restent sur des idées anciennes, sur des préjugés, sur des stigmatisations qui n'ont pas de lieu d'être. C'est pour ça qu'il faut en parler et que il faut surtout ne pas être dans le jugement et dédramatiser la situation quand les gens sont pris en charge. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. Mais oui, et même parmi les professionnels de santé, parfois, il y a une certaine stigmatisation parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants en matière de transmission du VIH. C'est vrai que le VIH, c'est une maladie qui est un peu à part dans l'histoire de la médecine et des virus. Enfin, voilà, on reprend pas l'historique, mais la stigmatisation, elle a été tellement forte, en fait, dans les années 80, 90, et jusqu'à l'arrivée de la trithérapie. Donc, il y a encore malheureusement, des fausses idées qui circulent énormément. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est si important, des temps comme on est en train de faire aujourd'hui, d'information, parce que c'est ça qui va pouvoir lutter contre cette stigmatisation. C'est un moment d'avoir les informations justes pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui et de plus rester sur des idées qui étaient déjà d'ailleurs pour certaines qui circulaient déjà totalement fausses dans les années 80-90, mais en plus la maladie n'est plus du tout la même. C'est vraiment une maladie où il y a eu des révolutions thérapeutiques qui ont changé le profil des personnes qui vivent avec le VIH. Oui, puis bon, nous là, on vous en parle parce qu'on fait ça depuis de nombreuses années, mais je pense que vous-même, vous avez un relais à faire dans l'information. C'est pour ça qu'on fait ces journées d'information, parce qu'il faut en parler autour de soi, il faut dédramatiser, il faut dire que c'est encore une réalité, c'est important, mais que si on est dépisté tôt, la prise en charge sera beaucoup plus facile, les traitements seront beaucoup plus faciles. Et donc, vraiment, il faut que vous, les jeunes, vous relayiez cette information, c'est hyper important. Il faut aussi avoir conscience qu'il y a beaucoup des clichés sur le VIH qui sont liés à d'autres formes de discrimination qui ont été associées à la sérophobie. Bien sûr. Et contre lesquelles il faut lutter, mais c'est toujours avec l'information, la discussion, voilà, qu'on arrivera à faire progresser les choses. Le VIH, il va encore aujourd'hui susciter des idées reçues, notamment sur le profil des personnes qui peuvent. Et en fait, c'est tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui c'est vraiment absolument tout le monde. Il y a pas de groupe spécifique qui est concerné par le VIH, ça n'existe pas. Et donc ça, cette stigmatisation, elle circule encore sur le fait que les personnes qui ont pu être contaminées, c'est parce qu'elles ont pris beaucoup de risques sexuels ou parce que c'est absolument tout le monde. Il suffit d'une fois. Et très honnêtement, qui dans sa vie peut dire je n'ai jamais pris aucun risque sexuel dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Donc, c'est vraiment absolument tout le monde. Et ça, c'est des idées reçues qui circulent encore sur les publics. D'ailleurs, c'est un nom, d'ailleurs, la sérophobie, qui est un nom qui est désigné pour expliquer la chose. Donc, c'est bien que ça existe et que c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. Comment réagir si un proche m'annonce être séropositif? Alors on va y répondre toutes les deux. Je crois qu'il faut accueillir ça avec de l'empathie, avec de l'écoute, avec un non-jugement bien sûr, parce que c'est une pathologie comme une autre et que tout le monde peut avoir été concerné. Donc c'est cette personne, mais ça peut être vous aussi. Et puis il faut peut-être aussi l'accompagner dans sa prise en charge parce que c'est pas toujours facile d'aller consulter pour ça, d'en parler, etc. Et je pense que c'est vraiment un accompagnement très important. Ouais, je suis d'accord. Et puis
c'est une marque de confiance que la personne à un moment vous ait choisi pour venir en parler. Et donc accueillir cette confiance, être bien évidemment dans le non-jugement, se renseigner pour à un moment ne pas véhiculer de stress auprès d'elle ou de fausses idées. Et puis c'est vrai que c'est notamment les premières consultations, hein, ce sont des consultations qui peuvent être denses, où on va entendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et donc aller à ces consultations accompagnées par un proche à qui on a confiance. Et donc, si on s'est confié à cette personne-là, c'est qu'on a confiance en elle. Et donc, d'y aller avec quelqu'un qui va aussi entendre ce que le médecin va dire à ce moment-là, ça permet des fois d'avoir plus d'oreilles qui sont présentes. Et c'est vrai qu'on peut être sous le coup de l'émotion quand on vient d'apprendre ça. Et des fois, on sort de la consultation en se disant, mais en fait, j'ai rien retenu, j'ai rien compris. Et du coup, d'avoir quelqu'un avec soi qui a un peu plus de recul, qui est un peu plus extérieur, et ça permet de dire, mais le médecin, il m'a dit ça, et le traitement. Et donc, ça permet d'avoir une écoute différente et puis un soutien aussi psychologique, si la personne le souhaite. Il y a des personnes qui souhaitent faire tout leur parcours absolument toutes seules, ça c'est à respecter. Oui. Mais si elles souhaitent être accompagnées, c'est important. Alors, j'en profite pour dire que très souvent, quand on voit les personnes pour la première fois en consultation, ils nous posent la question, est-ce qu'il faut que je le dise? Alors moi, je leur dis toujours d'être prudent initialement pour digérer un peu l'information, qu'ils risquent de se retrouver confrontés même de personnes très proches ou de personnes dans la famille à des réactions des fois violentes parce qu'il y a de la stigmatisation et encore une fois parce que les gens ne connaissent pas trop cette pathologie. Et je leur dis de bien y réfléchir avant de partager cette information avec quelqu'un pour ne pas transmettre cette angoisse et pour ne pas se retrouver à gérer une réaction très violente. Et voilà. Quels sont les signes d'une IST? On en a parlé. Hein, donc, dans à peu près 3 cas sur 4, il n'y a absolument aucun symptôme. Et par contre, sur les signes qu'on peut avoir dans le cas restant, on va avoir des douleurs. Donc, on peut avoir des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, si les rapports sexuels se passaient sans aucune douleur et que d'un coup, il y a des douleurs qui arrivent, ça peut être un signe d'IST. Quoi qu'il en soit, s'il y a des douleurs, il faut consulter. Ça peut être aussi des pertes. Ça peut être des saignements en dehors du cycle pour la femme. Ça peut être des douleurs testiculaires chez l'homme ou des douleurs pendant les rapports sexuels. Des brûlures en allant uriner aussi, ou bien des pertes au niveau anal ou des saignements au niveau anal. Ça peut être aussi des boutons, une éruption. Voilà. De la fièvre. Il faut être à l'écoute et ne pas hésiter encore une fois à faire le dépistage. On ne fait jamais de dépistage pour rien. Il vaut mieux faire un dépistage même s'il est négatif, que passer à côté d'une infection comme celle-là. Alors, est-ce qu'il y a des associations étudiantes, point d'interrogation, qui font de la prévention? Alors, il y a des associations, oui, il y a l'association AIDE, il y a l'association ASUD à Nîmes qui fait de la prévention en matière de toxicomanie. Après, au niveau des étudiants, je ne sais pas. Alors, sur le campus, on a des associations étudiantes, là, mais qui ne font pas particulièrement de la prévention autour de ça. Par contre, l'association Science sera présente lundi. L'année dernière aussi, ils étaient présents avec un quiz et un jeu de société autour des questions de santé sexuelle et de lutte contre le VIH. Après, si sur le campus vous avez des questions pour avoir toutes les informations que vous voulez, n'hésitez pas à vous rendre au SSE du coup pour aller poser. Et pour le SSE, donc vous pouvez bien sûr venir dans le service. Et sinon, j'en profite pour dire qu'on a une étudiante relais santé qui propose une permanence d'accueil du lundi au jeudi soir de 17h30 à 19h. Elle est à la borne d'accueil du SUAPS à l'entrée du bâtiment sport santé nutrition de Vauban. Et donc, elle vous accueille quand vous voulez entre 17h30 et 19h. Et elle peut vous orienter, vous aider à prendre les rendez-vous dans le service et vous orienter si besoin aussi vers des partenaires extérieurs, notamment associatifs s'il y a besoin. Ça, on l'a vu aussi, comment lutter contre les préjugés de façon générale et puis à la fac en particulier. On disait, c'est l'information, que les informations justes circulent. Et la communication. Et la communication et pas des fausses croyances.
est-ce qu'on peut attraper autrement que par rapport sexuel, genre sang, brosse à dents? Alors oui, le sang transmet, les brosses à dents, de toute façon, ça, dans une règle générale, on ne partage pas les brosses à dents, on ne partage pas les rasoirs, les tondeuses, etc. parce qu'il peut y avoir plusieurs maladies qui peuvent être transmises par le sang. Donc ça, c'est une règle, j'allais dire, générale et pas seulement liée à la transmission du VIH. Si je ne parle pas bien français, quelqu'un peut m'aider dans les démarches, dépistage et comprendre les résultats. Donc oui, bien évidemment. Donc dans le service, vous pouvez tout à fait venir, notamment pour les étudiants internationaux s'il y a besoin. C'est tout à fait possible. On vous accompagnera au mieux. Et notamment au CGID, il y a des services de traduction. Donc pour les personnes qui ne parlent pas du tout français, donc il y a des services de traduction qui sont possibles pour les consultations dans toutes les langues. Et donc si vous avez des connaissances, voilà, qui ont eu une annonce ou qui ont fait un dépistage et qui ne parlent absolument pas français, il y a tout à fait possibilité d'avoir une consultation traduite dans la langue maternelle. Donc on s'approche des dernières questions. Au bout de combien de temps après un rapport à risque le test est fiable? Donc maintenant, c'est moi qui vous pose la question, vous devez le savoir par cœur. Donc 6 semaines pour une prise de sang et pour un TROD 3 mois. Est-ce qu'une personne sous traitement peut transmettre le virus VIH? La réponse est non, vous le savez, sous réserve qu'elle prenne bien son traitement, bien sûr. Le chat qui participe et qui a bien suivi, Zodis Puré qui nous a dit 6 semaines, on est bon. Parfait, vous avez 10 sur 10. Allez, l'ultime. Est-ce qu'un test VIH fait mal? Alors, la notion de douleur, c'est quand même très, très subjectif. Le dépistage classique, c'est une prise de sang. Et le TROD, c'est une piqûre au bout du doigt. Donc, c'est une toute petite douleur. Et je pense que ça vaut le coup de le faire parce que ça peut rapporter gros. Et si vous avez peur des aiguilles, parce que moi, quand à mes 18 ans, j'avais très peur des aiguilles et des piqûres. Le fait de faire des prises de sang pour c'est bon, on est de retour. Le fait de faire des prises de sang pour différentes raisons, ça vous désensibilise aussi, vous allez vous y habituer aussi au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à faire ce premier pas-là, ça vous aidera pour toutes les prises de sang que vous aurez à faire pour des raisons médicales derrière. Oui, donc, et puis normalement les professionnels de santé sont là pour vous rassurer et pour dédramatiser ce geste. Si vraiment vous êtes intolérant aux piqûres, on peut faire des dépistages salivaires qui sont moins fiables que les tests sanguins, mais ça peut se faire. C'est souvent l'occasion justement d'en parler, de dédramatiser la piqûre et secondairement de faire un test plus classique par prise de sang. Et en plus, sur le dépistage du VIH, on a besoin de très peu de sang. On va prendre un seul tube et donc on va piquer avec des toutes petites aiguilles. C'est pas comme quand il faut prélever 10-15 tubes. Là, on va vraiment prélever un seul tube. Donc, c'est vraiment les plus petites aiguilles qui sont possibles à utiliser. Et donc, le risque de douleur, il est très, 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 très faible. Vous n'êtes même pas obligé de regarder. Exactement. On a Ginette du 77 qui nous dit phobie des aiguilles ici. Je comprends. C'est un mal pour un bien, nous dit Zodis Puré. Exactement. Je crois qu'on est arrivé au bout de la boîte à questions. Merci. Du coup. Donc on a pu, je pense déjà répondre à beaucoup de questions et faire des explications un peu globales autour du VIH, lutter contre certains clichés aussi en discutant aujourd'hui. Moi j'ai appris pas mal de choses, donc merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on peut peut-être, c'est ça, mais c'est que ça a marché, c'est parfait. Est-ce qu'on peut peut-être faire un point du coup sur la journée qui est organisée donc à l'université? C'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Alors, la journée mondiale de lutte contre le VIH, elle se passe le 1er décembre, donc c'est lundi. Et au-delà de ça, il y a un collectif de partenaires nîmois, donc que ce soit associatifs, institutions ou professionnels de santé, ont souhaité mettre en place différentes actions pour différents publics dans le cadre de la sensibilisation contre le VIH. Donc, ça va commencer dimanche soir, donc au bar du Midi à 16h.
heures, il y aura une conférence inaugurale de tout ce cycle-là d'une semaine. Donc cette conférence, c'est sur la lutte contre le VIH. Elle est faite par Laurent Guessade, qui est sociologue, qui, dans le cadre d'un cycle sur la lutte qui est proposé par le Bar du Midi, va proposer donc dimanche à 16h une première conférence autour de la lutte contre le VIH, qui est une des spécialités de Laurent Guessade. Ensuite, le 1er décembre, donc c'est lundi prochain, donc c'est sur l'université, il va y avoir la journée vraiment de sensibilisation et de dépistage. Donc dans ceux que vous allez pouvoir retrouver, il y aura du dépistage. Donc à partir de 10h, ça sera sans rendez-vous jusqu'à 15h et ça se passe au service de santé. Et c'est l'équipe du Cégide dont on parlait tout à l'heure qui va venir vous proposer du dépistage toute la journée. Donc bien sûr, ça peut être anonyme vu que c'est avec eux et sans carte vitale et sans frais bien évidemment. Donc il faudra vous présenter entre 10h et 15h au service de santé si vous souhaitez faire un dépistage complet de toutes les IST. Ensuite, on va vous proposer un village prévention qui se passera dans la cour centrale de Vauban, soit au niveau de la terrasse, soit directement dans la cour s'il fait beau, avec de très nombreux partenaires associatifs. Donc ce sera un seul stand, mais avec vraiment des personnes avec des casquettes multiples qui pourront répondre à toutes vos questions en termes de santé sexuelle, que ce soit autour de la prévention, autour du dépistage, autour de la réduction des risques, de la PrEP, du consentement, du questionnement autour de l'identité sexuelle. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à venir. Ça sera sur la pause méridienne, donc à partir de 11h et jusqu'à 14h. Et puis, dans la bulle, à midi, il y aura un plateau radio animé par la radio Revox, qui est une radio associative, où on va enregistrer des podcasts et on souhaite que ce soit des échanges un peu informels entre des étudiants qui viennent poser leurs questions autour de la santé sexuelle et de la lutte contre le VIH et des professionnels qui répondent aux questions. Donc, si vous souhaitez participer, vous êtes les bienvenus à partir de midi pour poser toutes vos questions dans le cadre de cette radio. Et à 18h, de façon traditionnelle, tous les ans, il y a un moment de commémoration et de rassemblement en termes de soutien pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont décédées du sida. Et donc porté par l'association Aide et par le collectif de partenaires qui se passera sur le parvis de la Maison Carrée. Donc à 18h, en rassemblement avec quelques prises de parole, notamment de personnes qui peuvent vivre avec le VIH et d'acteurs associatifs ou professionnels du territoire nîmois. Et puis, pour compléter, il y aura une journée le mercredi sur l'hôpital. Donc là, ça se passe dans le hall central avec un escape game qui est très ludique, qui permet aussi à un moment d'apprendre plein de choses sur la prévention, mais de façon ludique. Et puis, on a complété aussi cette année, on souhaitait sensibiliser notamment les professionnels libéraux autour de la PrEP, parce que comme disait Isabelle, aujourd'hui, tout médecin peut prescrire la PrEP. Ce n'est plus réservé à certaines spécialités. Et donc, il y aura une sensibilisation pour les professionnels pour que toute personne qui souhaite aujourd'hui prendre la PrEP puisse aller voir son médecin traitant et que ça puisse être prescrit sans aucune difficulté. Et pour finir, on a souhaité aussi, avec ce collectif de partenaires, pouvoir travailler avec les mineurs non accompagnés. Donc, ils sont des mineurs qui arrivent de pays parfois où le taux de prévalence du VIH est très important et qui sont peu informés autour des questions de santé sexuelle de façon générale et autour du VIH. Et donc, plusieurs partenaires de ce collectif vont pouvoir intervenir sur tout le mois avec des ateliers de sensibilisation à la santé sexuelle de façon générale. Mais pour l'université, ça se passe lundi prochain. La Ginette dans le chat qui nous demande si la conférence de dimanche est gratuite. Oui, alors tout est gratuit, tout ce dont on vient de parler est absolument gratuit. Et donc la conférence au Bar du Midi est gratuite, le dépistage aussi, toutes les actions. Super, merci beaucoup. Et si jamais toutes les informations sont disponibles sur le site de l'université, si je dis pas de bêtises, pour retrouver le programme complet, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Donc voilà. Et on se dirige tranquillement vers une fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était merci hyper de nous avoir invités et d'avoir été attentifs. Avec grand plaisir. Merci beaucoup au chat d'avoir été là. Si jamais vous avez des gens dans votre entourage que l'émission peut intéresser, n'hésitez pas à leur partager. La rediffusion sera bien entendu disponible. Parce que c'est quand même un sujet qui est hyper important et dont il faut parler encore et toujours pour lutter contre les clichés et les préjugés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve nous sur Twitch vendredi pour un nouvel épisode des Vendredis de la Recherche.
Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Saucisse Purée, merci Ginette, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Et puis à très bientôt sur Inimweb TV. Au revoir.